Bienvenue aujourd'hui dans ce sommet Petite enfance zen et nature. Donc je suis moi Fabienne Clavier, je suis organisatrice de ce sommet qui fait suite au sommet grossesse, naissance en douceur et au sommet bébé zen. Et je suis vraiment extrêmement ravie de vous recevoir aujourd'hui sur ce sommet-là parce que c'est un sommet qui fait suite et vous avez été aussi en demande pour avoir des outils, des astuces concrètes pour vos enfants un petit peu plus grands de 2-7 ans avec ces difficultés au niveau de la gestion des émotions. Et puis donc c'est pour ça que j'ai appelé aussi ce sommet zen pour pouvoir être dans les réponses à vos questions par rapport à la gestion des émotions. Et puis ce petit côté nature aussi par rapport à des demandes et parce que moi ça me tient aussi à cœur d'être dans cet univers un peu plus où on crée des choses nature avec les enfants, où on a un côté un peu plus naturel dans leur éveil, dans leur développement, et puis dans tout ce qui est forcément ce côté aussi écologie. Donc on va parler de ce petit côté nature aussi, mais aujourd'hui on va être plus vraiment sur le côté zen, et on va parler donc de discipline positive, avoir des outils pour avoir une autorité, un cadre, des limites plus justes et surtout bienveillantes avec nos enfants, et comment faire pour leur donner justement ce cadre et ces limites sans être ni trop autoritaire, ni trop dans le laxisme. Alors du coup, aujourd'hui on va voir ça avec notre intervenante donc, qui est Edna. Bonjour Edna. Bonjour Fabienne. Donc on va voir avec toi toute cette discipline positive, donc discipline et positif, pour vous aider vous en tant que parents surtout à mieux gérer les événements et les comportements de vos enfants. Donc on va voir ça avec Edna. Alors Edna, écoute, ce que je vais te demander, c'est de te présenter et puis surtout de commencer à nous parler un petit peu, comme on est dans le sommet de l'enfance. Je suis sûre que toi tu as vu aussi des dessins animés quand tu étais petite, tu as entendu des contes. Quel est donc le conte ou le dessin animé ou le héros qui t'a donné des ailes, qui t'a le plus fait vibrer quand tu étais petite? Alors, c'est pas une question qui est facile, hein, mais je crois qu'un des dessins animés, des contes qui m'a le plus plu, et c'est sans doute, voilà, c'est pas un hasard par rapport à mon parcours, ça a été en fait Mary Poppins, avec tout ce monde de magie, toute cette facilité. Et on voit, j'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, on voit justement ce côté à la fois ferme et bienveillant, et puis toute la magie qu'il y a autour du monde de l'enfant, qui permet de laisser le temps de grandir aux enfants, de les accompagner avec cet amour et tout ça. Je crois que c'est vraiment un conte, enfin un dessin animé, un film qui m'a beaucoup touchée quand j'étais petite. Oui, c'est un dessin animé d'animation aussi. Ouais, il y a aussi ça, ce truc-là, c'est à la fois un film, à la fois il y a du dessin animé, donc c'est cette magie, comment on plonge dans les dessins, comment on se crée aussi en tant qu'enfant. On voit, il y a des enfants, ils se créent tout un monde, leur petit monde, et on plonge dans ce monde-là avec Mary Poppins, je crois que c'est vraiment un des films qui m'a le plus marqué quand j'étais petite. Dessin animé, chouette film. Ok, alors écoute, je vais te laisser te présenter avant de parler de discipline positive, savoir où tu en es venu, comment tu en es venu justement à cette discipline positive, te présenter d'un point de vue professionnel. Donc je te laisse te présenter, je me mets un petit peu à part. Et ben moi, donc je suis Edna Guccia, je suis formatrice en discipline positive. J'ai découvert la discipline positive avant tout en tant que maman, et c'est vrai que face aux difficultés que je pouvais rencontrer, qui somme toute sont des difficultés assez normales, on verra, hein, on a tous des difficultés en tant que parents, j'ai eu envie de trouver des solutions, et c'est vrai que quand j'ai découvert la discipline positive, c'était vraiment comme une révélation. Voilà, tout était très concret, très pratico-pratique et plein de bon sens, et c'est vrai que c'est ça qui m'a séduite dans la discipline positive. Alors juste une petite précision, la discipline positive, souvent on associe le mot discipline au fait de soumettre à une autorité. Jen Nelson, quand elle a créé la discipline positive, elle a utilisé le mot discipline dans le sens d'enseignement et non pas de soumettre à une autorité. C'est-à-dire qu'on parle de la discipline positive comme on parlerait d'une discipline sportive, d'une discipline scientifique. Donc on est vraiment dans la racine du mot discipline, qui est en latin disciplina discipulus, qui est de suivre un maître et un enseignement en fait. Donc c'est dans ce sens-là que la discipline positive elle est née. Voilà, je suis donc devenue formatrice parce que j'ai trouvé ça formidable et que j'ai eu envie de transmettre ça à d'autres parents. Je suis membre de l'association Discipline Positive France et même membre du bureau actuellement. Cette association elle regroupe tous les formateurs de discipline positive en France et dans certains autres pays francophones. On a des Belges, des Suisses qui nous ont rejoints. Et au-delà de ça, je suis fondatrice du blog La Famille Positive et de Positive Act qui propose des formations et des accompagnements pour aller vers plus de positif dans la vie. Voilà. Alors, je te laisse nous expliquer justement ce que tu veux transmettre toi par rapport à la discipline positive, sur ce cadre justement bienveillant ou autoritaire. Enfin voilà, où est-ce qu'on place tout ça? Alors j'ai préparé une petite présentation. L'idée c'est de vous donner, de faire une présentation générale de la discipline positive et vraiment de rentrer tout de suite dans du concret et de repartir avec des outils concrets que vous pourrez mettre en place dès que la conférence sera terminée. Voilà, vous aurez déjà des billes pour mettre en place des choses et des outils de discipline positive. Donc je vais partager mon écran. Je vais parler jusqu'à la fin parce que du coup il y a un petit côté théorique et puis un petit côté tout plein d'outils pour vous aider dans votre rôle de parent. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de vous équiper d'un petit stylo et d'un petit bloc-notes pour prendre des petites notes. Et notamment, je vais vous amener à réfléchir ou à écrire pour vous certaines choses au fur et à mesure de la conférence. On est dans une conférence, mais qui est presque un petit peu un atelier déjà. Alors, il y a le livret, vous avez le livret qui vous a été fourni au moment de votre inscription. Si vous ne l'avez pas, vous allez le retrouver à nouveau sous la conférence. Voilà. Donc voilà, vous allez avoir des petites choses à noter et puis une petite réflexion personnelle qui va vous mettre déjà en tout cas en chemin sur le chemin de la discipline positive. Donc, pour commencer, ce qu'on va pouvoir... c'est vrai que l'éducation positive aujourd'hui, pourquoi on en entend autant parler dans les librairies, il y a des tas de livres qui remplissent les étagères. Pourquoi la discipline positive, on en parle aujourd'hui? C'est vrai que depuis des siècles, on a toujours évolué dans une société qui était très verticale et très autoritaire. Depuis le Moyen-Âge, on avait cette hiérarchie très verticale qui était installée. Les seigneurs obéissaient au roi, les paysans aux seigneurs, voilà, les femmes obéissaient à leur mari, les enfants obéissaient à leurs parents. C'était comme ça et ça fonctionnait. Sont arrivés au moment de... Alors, il y a eu plusieurs événements. Il y a eu d'abord, au début quand il y a eu la Première Guerre mondiale, les hommes sont partis au front et les femmes se sont retrouvées seules à la maison et se sont retrouvées à diriger la maison, diriger les enfants. Et finalement, l'autorité, elle n'était plus uniquement paternelle, comme c'était souvent le cas à cette époque, mais l'autorité, elle a été prise par la mère. Et puis, ma foi, quand les hommes sont rentrés du front, pour ceux qui sont rentrés, la femme s'est positionnée en disant, attends, moi, quand t'étais pas là, il a bien fallu que je fasse tourner les choses. Et finalement, à ce moment-là, a commencé à émerger cette indépendance de la femme et puis de cette voix au chapitre. Donc, les enfants, à partir de cette époque-là, ont commencé à grandir dans un environnement où la mère n'était pas forcément soumise au père, mais en tout cas, a commencé à s'émanciper. Et du coup, alors c'est Drake, je vous en reparlerai, qui disait que le
jour où le père a perdu son ascendant sur la mère, sur sa femme, et bien finalement tous deux ont perdu leur ascendant sur leurs enfants, parce que les enfants ne grandissaient plus avec ce modèle de soumission sous leurs yeux. Et puis sont arrivés voilà, les droits de la femme, les droits d'enfant, etc. Le droit du travail, parce que dans le monde du travail c'est pareil, hein, on avait cette hiérarchie où l'employé était soumis à son patron, et ça on sort de ce schéma-là dans notre société. Et bien finalement tout ça c'est venu accentuer le fait qu'effectivement les enfants ne grandissent plus avec ce schéma de soumission sous leurs yeux. Alors il y a un autre événement ou une autre situation qui fait que ça a changé, c'est notamment le rapport au savoir. En fait, jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, un enfant, quand il avait besoin de savoir quelque chose, il allait s'adresser à son parent, il allait s'adresser à son enseignant, il allait chercher finalement les ressources de connaissances auprès des adultes. Aujourd'hui, quand on demande aux jeunes où est-ce qu'ils vont chercher des réponses à leurs questions, eh bien à 80% ils vont répondre Google, Internet, voilà. Et donc, ce qui vient aussi mettre à mal finalement la place de l'adulte par rapport à l'enfant, c'est-à-dire que l'adulte n'est plus le détenteur du savoir. Et donc ça aussi, ça vient l'explosion de la bulle Internet et de l'accès en un clic, ils arrivent à avoir plus d'informations que nous on peut savoir. Et du coup, finalement, ça met à mal cette place encore de l'adulte par rapport à l'enfant. Donc finalement, c'est tout ce contexte-là qui fait que si jusqu'alors l'autorité verticale ça marchait bien, aujourd'hui c'est plus tout à fait comme ça appartient à un autre temps. Et quand on a été éduqué quand même dans cette verticalité, en tant que parent on n'a pas toujours les ressources ou les outils pour pouvoir faire différemment, et que finalement on se retrouve démunis parce que l'avancée des recherches en neurosciences nous montre bien qu'il faut de la bienveillance pour un enfant, que le terroriser ou mettre l'enfant dans une situation de soumission, c'est pas ce qui va l'aider à grandir et à se développer de façon harmonieuse et avec tout ce qu'on verra, tout ce qu'on leur souhaite. Finalement quand on n'a pas ça, comment on fait, c'est ce qu'apporte la discipline positive, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, voilà, là, du coup, la discipline positive nous apporte deux concepts qui sont fondamentaux et bienvenus, que sont la fermeté et la bienveillance. Alors, quand on parle de fermeté en discipline positive, on parle du cadre, on parle du respect de la situation, on parle du respect du monde de l'adulte. Quand on parle de la bienveillance, on parle du respect du monde de l'enfant, des étapes de son développement, de la personne qu'il est. Alors, hop, avec un petit dessin humoristique. Alors, il y a un autre état des lieux que je voulais partager avec vous, c'est celui de l'étude PISA. Donc, l'étude PISA, c'est une étude qui est menée auprès de, je crois, 76 pays, qui sont membres et non membres de l'OCDE, et qui vient évaluer les résultats scolaires en sciences, en maths et en langue chez les écoliers. Cette étude-là, elle place la France entre la 20e et la 26e place en fonction des matières, ce qui est quand même pas très glorieux, parce que voilà, quand on sait qu'on est la 5e ou la 6e puissance mondiale, on se rend compte que la France, elle n'a pas des super résultats à cette étude. Et ce qui est plus inquiétant encore, c'est que depuis 2000, on n'a pas une tendance à la hausse, mais plutôt une tendance à la baisse dans les résultats. Et en fait, il y a d'autres études assez intéressantes, vous les retrouvez sur Internet, sur l'interprétation des résultats de PISA. Donc, elle a lieu tous les 3 ou 4 ans, je ne sais plus cette étude. C'est tous les 3 ans, je crois. Eh bien, on voit que finalement, le manque d'encouragement à la maison et à l'école sont des facteurs qui vont dans le sens où les enfants n'ont pas de bons résultats scolaires. Et donc, ce manque d'encouragement, là aussi, la discipline positive, c'est une pédagogie qui est pas l'encouragement. Donc, on vient tout à fait rentrer aussi dans ce contexte-là, où en fait, l'enfant, il a besoin d'encouragement pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir avoir de bons résultats, pour pouvoir rentrer dans les apprentissages. Alors, quand on regarde encourager dans le dictionnaire, encourager, c'est insuffler de la force, du courage et inciter à persévérer et à mieux faire. Et Rudolf Drecker, donc un des pères de la discipline positive, disait que l'encouragement est à l'enfant ce que l'eau est à la plante. Donc, en discipline positive, toute la discipline positive se décline à travers des outils, et c'est une pédagogie vraiment par l'encouragement pour aider nos enfants à grandir et à aller vers le meilleur de nous. Alors, ce qu'on va faire ensemble, et donc là, vous allez pouvoir reprendre des notes sur votre bloc-notes ou votre petit livret, c'est de réfléchir ensemble, voilà, chacun pour soi, réfléchissez aux défis, aux difficultés que vous rencontrez avec vos enfants. Ça peut être de petites difficultés, de grands défis, voilà, c'est un petit peu tout ce qui nous pourrit la vie, finalement, avec nos enfants, qu'est-ce qui rend difficile le fait d'être parent aussi. Donc ça, voilà, vous pouvez l'écrire sur votre bloc-notes. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que voilà, je vais vous montrer un petit peu, de façon non exhaustive, quelques réponses que donnent les parents quand on pose cette question en atelier. Alors, ils parlent du fait qu'on est sollicité constamment, la gestion du moment du coucher, l'organisation du matin, le fait qu'ils soient insolents, qu'il y a du désordre, qu'ils désobéissent, qu'ils n'écoutent pas. Certains enfants mentent aussi, il y a du mensonge, ou ils sont dans la négociation permanente, hein, c'est fou, nos enfants, ils vont faire de bons avocats parce qu'ils sont tout le temps en train de négocier. Voilà, le manque de respect de l'adulte, le fait qu'il y a des conduites à risque, soit quand ils sont tout petits, soit quand ils sont plus grands au moment de l'adolescence, le travail scolaire, le fait qu'ils se disputent entre frères et sœurs, il y a aussi leur façon de parler qui n'est pas toujours adaptée à leur interlocuteur, le fait qu'ils fassent des caprices, qu'ils ont parfois peut-être aussi du mal à accepter la frustration et le non, le manque de gratitude, la comparaison avec les autres, ça c'est oui mais machin, lui il a le droit et moi j'ai pas le droit, le fait qu'il participe pas toujours à la vie de la maison et aux tâches ménagères, l'influence des autres, le manque de concentration, aussi le fait parfois qu'ils ne respectent pas leurs engagements ou les règles de la maison, et puis la gestion des sorties quand ils veulent sortir, etc. Donc il y en a un certain nombre. Ça fait même beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors j'espère que parmi vous, il n'y a pas des gens qui retrouvent toutes ces difficultés avec leurs enfants, mais bon, généralement c'est quand même des choses assez qui reviennent régulièrement en fait. Quand on fait cette activité, je l'ai faite plusieurs fois, de nombreuses fois, on retrouve un petit peu tout le temps les mêmes choses. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette liste, et puis on va mettre le focus sur quelque chose de positif, c'est qu'en fait nos enfants sont simplement normaux. On retrouve des choses que tous les parents retrouvent, et en fait ça fait partie des défis et des difficultés qu'on rencontre de façon normale avec nos enfants. Donc ça c'est plutôt rassurant en fait de se dire que c'est somme toute normal. Alors maintenant on va faire une autre petite réflexion. On va regarder quels sont les talents, les compétences, les valeurs que nous en tant que parents on veut transmettre à nos enfants pour voilà quand ils seront grands, quand ils partiront de la maison, avec quoi on veut les voir équipés là dans leur besace, dans leur sac à dos pour aller vivre leur vie. Donc ça aussi vous pouvez vous le noter, vous dire voilà, moi ce que je veux pour mon enfant c'est qu'il ait ça, qu'il fasse ça, qu'il ait ça, ça et ça. Et donc je ne maintiens pas le Non, mais c'est ça, c'est que l'objectif en fait d'être parent, c'est de donner de l'autonomie
que les enfants puissent devenir autonomes avec leurs propres compétences. Ouais, autonomes avec leurs propres compétences et aussi plein d'autres choses. Regarde, ce que disent les parents, c'est le fait qu'ils aient confiance en eux, qu'ils sachent s'adapter aux situations, qu'ils soient curieux, qu'ils soient persévérants, l'envie d'aller jusqu'au bout, qu'ils aient de l'intérêt pour le monde et pour les autres, qu'ils soient pas juste auto-centrés, qu'ils aient une vision positive de la vie, qu'ils aient de l'optimisme, qu'ils sachent aussi voilà, ce discernement de ce qui est bon, de ce qui est pas bon, le fait qu'ils soient sociables, qu'ils soient heureux avec les autres, qu'ils aient cette indépendance, qu'ils soient organisés, qu'ils puissent défendre leurs idées, leurs convictions. Et puis il y a aussi cette notion de respect, de générosité, d'avoir de l'empathie. La résilience, c'est la capacité aussi à se relever des coups durs, parce qu'on en rencontre dans la vie. La passion, voilà, la capacité à se réjouir, l'expression de la gratitude, voilà, la capacité à prendre des décisions, à pouvoir évaluer les situations, avoir de l'humour aussi, capacité à apprécier l'instant. Tout ça, c'est des choses que les parents nous disent. Et là aussi, je suis sûre qu'il y en a un certain nombre qui vous tiennent particulièrement à cœur et qui sont parmi les choses que vous auriez voilà, envie de transmettre vous aussi. Alors maintenant, si on regarde en discipline positive, on va développer aussi un certain nombre de compétences. Et là, si je vous mets les compétences qui sont développées par la discipline positive, on voit le sens des responsabilités, l'autodiscipline, la coopération, l'ouverture d'esprit, le raisonnement et le discernement, le respect de soi et des autres, le fait d'avoir de la compassion et de l'empathie, de l'acceptation de soi et des autres, un enthousiasme pour la vie, de la curiosité, du goût des apprentissages, un contrôle de soi, la patience, on apprend la patience aussi, l'humour, le fait de résoudre des problèmes et rechercher des solutions. Là, il y a des outils vraiment aussi très concrets sur des étapes à mettre en place pour pouvoir résoudre des problèmes et rechercher des solutions, avoir une certaine sagesse intérieure, l'honnêteté et l'intégrité, l'estime de soi, l'intérêt pour les autres, booster sa motivation, sa capacité de raisonnement et la conviction d'être capable. La conviction d'être capable, c'est essentiel parce que c'est ce qui va donner cette confiance en soi à l'enfant. Donc tout ça, ce sont des compétences qui sont développées par la discipline positive. Et ce qui est rassurant, c'est que finalement, quand on regarde cette liste des compétences-là et la liste des compétences qu'on veut transmettre à nos enfants, et ben on en trouve là aussi un certain nombre, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on a des outils qui sont concrets, encore une fois, concrets, plein de bon sens, pratico-pratiques pour pouvoir amener nos enfants à grandir et à développer ces compétences-là. Finalement, en discipline positive, si je reviens sur la liste des talents et compétences qu'on veut transmettre, en discipline positive, on va se dire finalement, la première liste, là, les difficultés qu'on rencontre avec nos enfants, c'est un peu la matière première qu'on a à notre disposition pour aider nos enfants à développer ces compétences. Et finalement, quand on est face à une difficulté en discipline positive, on va dire que c'est une opportunité d'apprentissage. Quand mon enfant, par exemple, je sais pas, il se roule par terre à la caisse du supermarché parce qu'on a refusé de lui acheter le bonbon là, qui était alléchant, et ben on peut observer ça en se disant, mais finalement, peut-être qu'il lui manque une compétence. Et la compétence, ça va être peut-être la gestion de la frustration. Voilà, l'enfant, il n'a pas développé suffisamment cette compétence-là de gestion de la frustration, ce qui fait que, il explose, il se roule par terre, etc. Donc, on peut toujours observer quand mon enfant il me parle mal, je peux dire qu'il n'a pas acquis cette compétence du respect de l'autre. Voilà. Donc, en observant les comportements difficiles de nos enfants, on peut aller déjà commencer à rechercher finalement quelles compétences il lui manque et qu'est-ce que je pourrais faire moi en tant que parent, parce que c'est mon rôle, pour l'aider à développer ces compétences-là. Alors, est-ce qu'il y a des compétences justement qui s'acquièrent en fonction de l'âge? Parce que tu vois. Alors oui, bien sûr, la gestion, on sait bien que la gestion de la frustration, de toute façon, par exemple, chez les jeunes enfants, et on est dans la petite enfance, chez les jeunes enfants, il n'y a pas de manipulation consciente, c'est-à-dire que s'il est en train de faire justement cette crise là au supermarché, il n'est pas en train de faire ça pour me mettre la honte devant la caissière ou devant les autres clients. En réalité, cette gestion de la frustration se développe beaucoup plus tard en fait dans le développement de l'enfant, et qu'en fait, l'enfant il est dans l'instant et il a beaucoup de mal à gérer cette tempête émotionnelle. Et donc quand il agit comme ça, c'est vraiment qu'il a de la frustration qu'il n'arrive pas à gérer, et on n'est pas dans il est en train de faire un caprice ou il est en train de me manipuler ou de montrer que j'arrive pas à le gérer face aux autres clients ou à la caissière pour me mettre la honte, quoi. Donc effectivement, et on le voit, les compétences, donc c'est ce qu'on appelle les compétences sociales, elles s'acquièrent pas en un claquement de doigts, elles s'acquièrent au fil de la vie. Et on va voir tout au long de cette présentation et cet atelier qu'il y a un certain nombre de choses qu'on va pouvoir faire nous en tant que parents pour les aider à développer ces compétences. On avance. Alors, oui, il y avait une autre étude que je voulais partager avec vous. C'est une étude qui a été menée par Hallowell, donc un psychiatre américain. Il a fait une étude auprès de 3000 enfants. Alors, c'est plutôt des ados. Ils leur ont demandé à ces ados, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est d'être populaire? Est-ce que c'est d'être heureux dans la vie? Est-ce que c'est d'avoir de bonnes notes? Donc, les enfants ont répondu presque tous en cœur, être populaire et être heureux, en fait, être bien. Donc, effectivement, ils ont répondu ça. Alors, on est allé voir les parents de ces enfants et on leur a demandé, qu'est-ce qui est le plus important pour vous concernant vos enfants? Est-ce que c'est qu'ils soient heureux dans la vie? Est-ce que c'est qu'ils soient populaires et qu'ils aient plein d'amis? Ou bien est-ce que c'est qu'ils aient de bonnes notes? Et là, les parents, comme vous sans doute, ont répondu de façon aussi massive. Moi, ce qui est important, c'est bien sûr que mon enfant il soit bien dans ses baskets, qu'il soit heureux dans sa vie. Et c'est normal, c'est ce qu'on retrouve dans la liste qu'on a mis des compétences et des talents qu'on veut leur transmettre. On veut qu'ils soient bien, on veut que nos enfants soient épanouis, qu'ils soient responsables, autonomes, qu'ils se sentent bien dans leur vie. Alors, il y a une troisième phase à cette étude, c'est-à-dire qu'on est retourné voir les enfants qu'on avait vus au départ et on leur a dit, vous savez quoi? On a posé la question à vos parents, on leur a demandé ce qui était le plus important pour eux, vous concernant. Et là, les enfants ont tous répondu, ce qui est important pour mes parents, c'est que j'ai des bonnes notes, c'est pas que je sois heureux. Alors, c'est un peu dommage, voilà, je voulais vous partager ça parce que c'est un peu dommage, parce que entre finalement ce qu'on a au fond de notre cœur, ce qu'on a dans nos tripes pour nos enfants et le message qu'on leur envoie, il y a un peu une dissonance. Et c'est vrai que quand à la fin de la journée, ils rentrent de l'école ou on les récupère, c'est quoi nos questions? C'est comment ça s'est passé aujourd'hui à l'école? Est-ce que tu as eu des notes et ton carnet, etc. Et puis quand ils ramènent une mauvaise note, on n'est pas content, etc. Donc, c'est vrai que pour nos enfants, finalement, le message d'amour inconditionnel qu'on a, il passe pas toujours. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'on veut amener à faire pour les parents, c'est-à-dire faire passer ce message d'amour inconditionnel à nos enfants avant toute chose. Voilà, donc vraiment penser à ça et de façon à sortir de ce schéma-là où ce qui est important pour nous, c'est qu'ils aient des bonnes notes. Voilà. Alors, bien sûr, à travers ce discours-là, je suis pas en train de vous dire que les compétences académiques, le fait d'être bon à l'école, c'est pas important. Bien sûr que ça, c'est utile, c'est important, notamment qu'ils rentrent dans leurs apprentissages, etc. Par contre, on prend ce visuel-là des rails, on se dit que pour que la locomotive avance, pour que l'enfant il traverse peut-être quelques orages, pour qu'il puisse avancer dans la vie et grandir de façon harmonieuse, il faut bien sûr des compétences académiques. Et les compétences académiques, alors, ils passent des années sur les bancs d'école pour apprendre ces compétences académiques. Et puis il y a le rail des compétences sociales qui va être absolument nécessaire aussi pour pouvoir avancer. Si un enfant, par exemple, n'a pas développé ses compétences sociales, s'il ne se sent pas bien dans le groupe, dans la classe, dans la société, en fait, ça va clairement il ne pourra pas avancer sur ses apprentissages académiques. Il faut vraiment les deux pour que ça avance et qu'il grandisse.
Ah oui, alors on va faire une petite expérience et ce que je vous propose là, derrière votre écran, c'est de simplement faire, ce que je vous dis de faire. Donc ce que je vous propose là, maintenant tout de suite, et puis Fabienne, tu peux le faire avec moi, c'est de poser bien à plat, vos 2 pieds par terre et de poser même vos 2 mains sur les genoux. Tu es prête? Je suis prête. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez lever une main, n'importe laquelle. Vous allez, faire un cercle avec votre pouce et votre index là, comme ça, voilà. Et puis ce cercle-là, eh bien, vous allez le poser sur votre menton. Menton. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Fabienne? Bah, pour moi, j'étais prête à poser là, mais je t'ai vu faire ça, donc en fait, c'est pas qu'il y a un doute, mais voilà, c'est est-ce que je pose, est-ce que je pose pas, est-ce que Ouais, est-ce tu as eu un questionnement? que c'est moi qui me trompe, voilà, c'est C'est ça, tu as eu un doute, tu as eu un questionnement, tu t'es peut-être dit, elle sait pas ce qu'elle dit, elle a fait un truc bizarre là. ouais, soit c'est elle, soit c'est moi, enfin, on n'a pas le même langage, enfin, On n'a pas le même langage, ou elle sait pas où est son menton. Alors oui, cette petite activité, elle nous montre que si je dis si je dis quelque chose et que je ne fais pas cette chose-là, ça crée de la confusion. Mmh. Et que finalement, c'est beaucoup plus simple de faire ce que je dis et lorsque je le fais plutôt que quand je fais l'inverse. Donc ça, c'est un petit exercice qu'on fait pour prendre conscience que finalement, être modèle de ce que l'on veut transmettre et faire ce que l'on dit de faire, ça va être un vecteur d'apprentissage parce que c'est essentiel, sinon ça crée de la confusion. En fait, là, cette petite activité, elle peut s'expliquer par les neurosciences. On a dans notre cerveau quelque chose qu'on appelle les neurones miroirs. Et les neurones miroirs sont des zones du cerveau qui vont s'activer de la même façon que lorsqu'on voit quelqu'un faire quelque chose, dans notre cerveau s'activent exactement les mêmes zones que si nous-mêmes on faisait l'action. Donc, notamment, on peut par exemple expliquer que quand je baille, et ben, ça donne envie de bailler aux autres. Quand je vois quelqu'un bailler, ça me donne envie de bailler. Ça peut aussi expliquer le fait que quand on donne à manger à un enfant, eh bien, on est tous en train d'ouvrir la bouche et de mâchouiller et de manger tous ensemble. Même si, voilà. Donc ça, c'est les neurones miroirs qui sont responsables de tout ça. Et finalement, ça nous amène à comprendre aussi que si un enfant il est en pleine crise, et ben moi, ça me fait sortir aussi de mes gonds. Et de la même façon, si je dis à un enfant de se calmer, alors que moi, je suis en train de hurler pour lui dire de se calmer, et ben, ça va pas l'aider à se calmer. Donc ça aussi, c'est un outil qu'on transmet en discipline positive, c'est d'être modèle des compétences qu'on veut transmettre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre la pression de dire maintenant, à partir de maintenant, je me tiens à carreau. En tout cas, c'est vraiment l'idée de se dire, je suis au courant de ce truc-là. Je sais qu'il y a cette histoire de neurones miroirs qui font que je vais transmettre aussi ce que je suis, à travers ce que je suis, je vais transmettre ça à mon enfant. Et c'est quand même aussi un outil qui est formidable parce qu'avec le fait que l'enfant nous regarde, on va pouvoir lui transmettre ces choses-là. Donc un enfant qui est tout énervé et tout, alors nous, on va avoir tendance à avoir nos neurones miroirs qui vont nous amener à nous énerver, mais en prenant conscience de ça et en lui disant, calme-toi, et en restant calme, finalement, on va l'aider aussi à rester calme aussi. Voilà, donc ça, c'est cette histoire d'être modèle finalement des compétences de ce que l'on veut transmettre. Allez, je vous emmène maintenant, donc je vous ai parlé des neurosciences, vers une autre petite activité. Et ce que je vous propose, c'est finalement de vous dire des phrases. Et en même temps que je vous dis ces phrases, et toi aussi, Fabienne, vous allez vous centrer sur ce que vous pensez, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez envie de faire lorsque je vous dis ces phrases-là. D'accord? Alors, on est parti. Va te brosser les dents, sinon tu auras plein de caries. N'oublie pas ton manteau. Allez, tu vas au lit maintenant. Mets ton assiette dans le lave-vaisselle. Dépêche-toi de t'habiller, tu vas être en retard. Arrête de râler. Allez, va faire tes devoirs. Arrête de te disputer avec ton frère. Bon, ramasse tes affaires. Enlève tes pieds du canapé. Alors, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on entend ces phrases-là qui, allez, j'en mettrai ma main à couper, est un certain nombre de phrases que vous peut-être vous dites assez régulièrement. Fabienne. Donc on a entendu aussi et qu'on dit aussi effectivement de temps en temps. Ouais. Bah ouais. Ouais, ça c'est. Alors, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, Fabienne? Un peu d'autorité justement, le fait que ce soit très autoritaire, le fait de pas être à l'écoute. Enfin, moi si on me dit on laisse les pieds du canapé, voilà, je me dis moi si je suis bien à les pieds comme ça, pour quelle raison il faut que je les enlève? Alors que finalement je suis bien à les pieds sur le canapé. Voilà, c'est va te brosser les dents, c'est un peu direct, tu auras encore plus de caries. C'est en plus me projeter vers quelque chose de pas très sympathique. Ouais. Et puis peut-être qu'au moment où on me le dit, je suis en train de faire une activité et j'ai pas envie d'y aller. Alors, et qu'est-ce que tu penses de toi quand je te parle comme ça? Quand moi je parle comme ça? Non, moi quand je te parle, si par exemple je suis ta maman et je te dis tout ça, qu'est-ce que tu penses de toi? Bah, que je suis pas capable que je suis incapable en fait, que je suis incapable, que tu fais rien de bien aussi. Voilà, ouais, que je fais rien de bien, que je suis pas capable d'y penser toute seule. Alors, si on regarde, la liste des talents et compétences là qu'on veut transmettre, tu sais, quand est-ce qu'il y a des compétences ou des talents que tu as l'impression de développer quand tu reçois ces phrases-là? Alors la confiance en soi, ben non, du coup, forcément, ça donne pas confiance. Après, l'envie non plus, le discernement non plus. Alors, je vais pas tous les passer, mais effectivement, il y a pas grand-chose. Voilà, capacité à trouver des solutions, bah, pour le coup, non, parce que déjà en disant des phrases comme ça, on laisse pas la possibilité justement de trouver d'autres solutions. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous dire une autre série de phrases. Et de la même façon, vous allez vous centrer sur ce que vous ressentez, sur ce que vous pensez, ce que vous avez envie de faire quand vous entendez ces phrases-là. Allez, on y va. Alors, de quoi as-tu besoin pour avoir les dents propres? Alors, qu'est-ce que tu vas prendre pour avoir bien chaud dehors? On avait décidé quoi au sujet des assiettes? Comment vas-tu faire pour être à l'heure? À quelle heure avait-on décidé que tu allais te coucher? Bon, et tu vas t'y prendre comment aujourd'hui pour tes devoirs? Est-ce que ton frère et toi, vous pouvez trouver une solution qui fonctionne pour tous les deux? Quel mot pourrais-tu utiliser pour que je t'entende? Et qu'est-ce qu'on avait dit à propos de tes affaires? Qu'est-ce qu'on a demandé pour le canapé? Alors, allez, je me tourne vers toi, Fabienne. Oui, bah, ça laisse de toute façon la possibilité de trouver ses propres solutions. Ouais. De se sentir, enfin en tout cas plus entendu. Je dirais vraiment c'est plus être capable de trouver ses propres solutions et de se sentir écouté. Qu'est-ce que tu as envie de faire là? Alors je dirais que c'est pas forcément de répondre positivement non plus à chaque phrase. Ouais. Mais en tout cas, ça permet voilà, de se dire, effectivement, si je me lave pas les dents,
quelle responsabilité j'ai moi là-dedans. Du coup, ça permet de prendre ses propres responsabilités. Si on regarde la liste des talents et des compétences qu'on veut transmettre, hein, est-ce qu'il y en a un certain nombre que tu as l'impression de mieux développer là? Plus de confiance en soi parce que du coup, on laisse la place aussi à l'enfant de décider, de s'adapter. Ouais, l'envie d'aller jusqu'au bout aussi. D'être plus indépendant. Ouais. De s'organiser parce que pour le coup, ça laisse aussi la place je sais qu'il faut que je le fasse, donc je vais le faire quand je suis disponible. Voilà, en tout cas, on voit un certain nombre de choses qu'on vient développer, hein, le respect de l'autre. Alors la différence entre la première série de phrases et la deuxième série de phrases, vous l'aurez sans doute compris, c'est que dans la première série de phrases, on était dans des ordres, et dans la deuxième série de phrases, on était dans la question. Alors, je suis là encore, je suis pas en train de vous dire qu'il faut passer tous vos ordres en question parce que ça demande de la réflexion, parce que ça demande du temps. On voit aussi qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été préétablies à l'avance, on s'était mis d'accord sur un certain nombre de choses, et donc on fait simplement un rappel, notamment pour qu'est-ce qu'on avait dit à propos du canapé, concernant des affaires, etc. Mais l'idée, c'est de se dire que il y a plein de parents qui me disent les enfants ils n'écoutent pas, je suis en train de leur répéter 100 fois la même chose. Et ben l'idée c'est de se dire quand ça fait plusieurs fois que je demande à mon enfant de faire quelque chose peut-être à travers un ordre et qu'il n'y a rien qui bouge, alors basculer en question, ça va lui permettre en tout cas de réagir. Et parce que l'ordre et la question là aussi, au niveau cérébral, ne vient pas activer les mêmes zones du cerveau. L'ordre souvent rentre par une oreille, ressort par l'autre. La question elle suscite une réponse parce qu'il y a une interrogation. Et donc ça c'est aussi un outil qu'on utilise. C'est-à-dire que quand l'ordre ne fonctionne plus, alors on bascule en question et en basculant dans la question, on va davantage inclure l'enfant dans la réflexion, dans le responsabiliser et puis le faire réagir. Donc ça aussi, voilà, utiliser la question au lieu de l'ordre, ça fait partie des outils qu'on propose en discipline positive. Einstein disait c'est la folie de refaire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents. Voilà. Donc on arrête de répéter 100 fois la même chose et on passe par la question. Alors très rapidement aussi, d'où ça vient cette discipline positive. La discipline positive à la base, elle se base sur la théorie d'Alfred Adler. Donc Alfred Adler c'était 1870-1937, ça date pas d'hier. Pourtant il avait des idées qui étaient très novatrices et notamment c'est le père de la psychologie sociale. Adler il a été un contemporain de Freud. Ils ont d'ailleurs travaillé une dizaine d'années ensemble et puis ils se sont séparés parce qu'ils avaient vraiment une vision de l'être humain totalement différente. Et là où Freud c'est de façon très schématique mais c'est intéressé à la relation entre l'enfant, le père et la mère, Alfred Adler il a pris l'enfant de façon plus systémique, c'est-à-dire dans sa famille, dans sa fratrie. Il y a d'ailleurs de très belles études au Café Adler sur la place de l'enfant dans la fratrie et comment l'enfant, en fonction de son rang de naissance, va développer telle ou telle caractéristique. Donc, Adler a eu un élève qui s'appelait Rudolf Drecker, donc on voit il est un petit peu plus jeune que lui, et ils ont beaucoup travaillé ensemble. Tous les deux, au moment de la montée du nazisme en Autriche, parce qu'ils étaient autrichiens tous les deux, donc c'est des racines européennes, sont partis vivre aux États-Unis, du côté de Chicago, où ils ont continué leurs travaux et où ils ont monté un institut pour pouvoir continuer à travailler. Rudolf Drecker, il a fait quelque chose de formidable, c'est qu'il a utiliser les travaux d'Alfred Adler pour les modéliser. Alfred Adler, quand on essaie de lire du Adler, c'est du langage psychanalytique, c'est pas toujours accessible, c'est des grandes phrases, etc. Et Rudolf Drecker, il a modélisé la pensée d'Adler et puis bien sûr, il a poursuivi ses travaux. Et en fait, c'est sur les travaux de Rudolf Drecker, cette modélisation, que John Nelson et Lynn Lott, qui sont docteurs en éducation, psychologues, qui travaillent avec les familles et dans les écoles, ont développé, elles ont apporté ce que savent très bien faire les Américains, c'est le pragmatisme on fait comment, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris la théorie de l'enfant, qui a besoin pour s'épanouir, de bienveillance et de fermeté, etc. Mais concrètement, quand mon enfant justement il se roule par terre au supermarché, je fais quoi, je fais comment. Et John Nelson et Lynn Lott, elles ont apporté ces outils très pratico-pratiques encore une fois à travers la discipline positive. Donc ça c'était elles ont commencé, c'était dans les années 87, la première édition du livre de la discipline positive. Et puis on a Béatrice Abaté qui est psychologue clinicienne, qui vivait aux États-Unis, qui est expatriée aux États-Unis pendant une quinzaine d'années et qui a découvert les travaux de John Nelson et la discipline positive. Et quand elle est rentrée en France, donc c'était en 2000, elle avait dans ses bagages la discipline positive. Elle a traduit et adapté les ouvrages de John Nelson et de Lynn Lott. Donc aujourd'hui, il y a quatre livres qui ont été publiés en France. Il y a la discipline positive qui est le livre de référence, la discipline positive pour les ados, la discipline positive pour les parents solo et la discipline positive dans la classe. Et normalement cette année devrait sortir justement la discipline positive pour la petite enfance. Voilà. Donc voilà, les livres sortent au fur et à mesure, ils sont traduits. John Nelson elle a rédigé un tas d'ouvrages, et je crois qu'elle a une vingtaine d'ouvrages à son actif. Donc voilà, petit à petit, les livres sont traduits et adaptés à la culture française parce que la culture américaine et la culture française n'ont pas tout à fait sur les mêmes concepts. Voilà. Donc, les principes adlériens, donc en fait, voilà, la discipline positive, elle se base là-dessus, c'est que l'être humain, c'est un être social. C'est-à-dire que pour grandir, pour évoluer, il peut pas vivre seul. Et d'ailleurs, le tout petit a besoin de ses pères, de son père et de sa mère. Il a besoin qu'on s'occupe de lui pour grandir. Et il a deux besoins essentiels. C'est ceux de se sentir appartenir et de contribuer à la communauté à laquelle il appartient. Donc, la première communauté de l'enfant, ça va être sa famille. Et puis, il va développer des cercles de communauté que vont être l'école, que vont être le club de sport. Et puis, quand on grandit, il y a la communauté au niveau du travail, etc. Et on grandit et on évolue à travers des communautés. L'approche d'Adler, c'était une approche qu'on appelle holistique. Donc, ça veut dire qu'on prend l'être humain dans sa forme globale, c'est-à-dire aussi cette approche qu'on appelle tête-cœur-corps. On est un tout. On est un être humain, on a le corps, on a l'esprit, on a nos pensées, nos décisions sont liées à ce que l'on est. Donc on fait partie d'un tout, c'est cette approche holistique. Fermeté et bienveillance, on verra et on proposera des activités autour de ça. C'est être les deux à la fois, pas l'un ou l'autre, mais vraiment être les deux à la fois. On est dans une relation de respect mutuel et d'égalité sociale. Égalité sociale et respect mutuel, ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes responsabilités. Il est clair qu'un adulte, un adulte, ça reste un adulte, un enfant, ça reste un enfant. Par contre, on a la même valeur, c'est-à-dire que on va être respect avec dignité, on va être traité avec respect et dignité dans la personne que l'on est, que l'on soit un enfant ou que l'on soit un adulte. L'encouragement, je vous en ai dit deux mots, c'est la pédagogie par l'encouragement. Et puis il y a aussi un autre élément, on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais c'est aussi le fait que derrière chaque comportement d'un enfant, il y a une raison d'être et il y a un objectif. Donc ça aussi, c'est tout un chapitre de la discipline positive, c'est que finalement, on va aller décoder le comportement de l'enfant pour comprendre quels sont les besoins qui le poussent à agir de cette façon-là. Donc ça, c'est aussi un outil qui est phare en discipline positive, c'est décoder le comportement de l'enfant pour comprendre le besoin qui le pousse à agir de cette façon-là, et du coup, lui apporter des solutions, utiliser des outils de discipline positive qui vont permettre d'assouvir ce besoin de façon respectueuse et de façon adaptée pour faire cesser le comportement, et notamment si c'est un comportement inapproprié.
Ça va, je vous ai pas perdu? Alors, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'était justement cette fermeté, cette bienveillance. Souvent, voilà, on balance entre fermeté et bienveillance, entre laxisme, autoritarisme. Finalement, en discipline positive, on a 3 outils qui sont des outils piliers pour se poser un cadre ferme et bienveillant, et je vais le partager avec vous aujourd'hui. Le premier outil, c'est définir les lignes de conduite. Alors, les lignes de conduite, ça peut être quelque chose qui est sur le long cours, et ça peut être quelque chose de très ponctuel. Par exemple, sur le long cours, on peut dire, voilà, on va se réunir en famille et on va dire de quoi on a besoin dans notre maison, dans notre famille, pour se sentir bien. Il y en a qui vont dire, j'ai besoin qu'on me parle respectueusement. Les parents pourront dire, moi j'ai besoin qu'il y ait de l'ordre à la maison, j'en ai marre de ramasser tout le temps, il faut que ce soit ordonné, sinon ça va pas. Voilà, chacun va contribuer à construire ces lignes de conduite et on va se mettre d'accord. Alors sur 5 ou 6 choses, il ne s'agit pas de faire une liste à l'après-vert, de dire c'est quoi les choses essentielles dont on a besoin dans notre famille pour se sentir bien, dans notre foyer. Les lignes de conduite, elles peuvent aussi donc être mises, que je vous disais, de façon ponctuelle. Par exemple, on descend en voiture en vacances, on va avoir un grand voyage qui va durer 6 ou 7 heures. Et de quoi on a besoin pour que ce voyage en voiture se passe bien. Ou alors on va aller manger, ou il va y avoir on va manger un repas de famille qui est long, qui est peut-être parfois pas très drôle pour les enfants. On va dire voilà, on va anticiper un petit peu, c'est vraiment un maître mot, l'anticipation. De quoi on a besoin pour que ce repas-là, ça se passe bien. Donc voilà, ça c'est les lignes de conduite. Et l'idée c'est qu'en les construisant avec les enfants, quand il y a une ligne de conduite qui n'est pas respectée, on va pouvoir faire un rappel en disant non pas je t'avais dit 2, mais dire tu te souviens, qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ça? Là, qu'est-ce que tu en penses? Si on parle de respect, par exemple, de respect, de se respecter, de se parler bien, si par exemple un frère et une sœur qui se battent ou qui se parlent mal, on va pouvoir revenir et leur dire qu'est-ce qu'on avait dit par rapport au respect? Est-ce que vous vous sentez respectueux l'un envers l'autre à ce moment-là? Voilà. Et c'est beaucoup plus facile de faire un rappel aux règles et à l'ordre quand les enfants ont contribué à établir ces lignes de conduite. Le deuxième point, alors on peut leur rappeler régulièrement. On peut aussi revenir régulièrement sur les lignes de conduite en se disant bon on avait écrit ça au moment où on a rédigé les lignes de conduite. On peut les afficher même sur le frigo ou quoi. Est-ce qu'on est toujours d'accord? On peut aussi revenir dessus. Il ne s'agit pas de les écrire une fois et de plus revenir dessus. On peut dire est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on voudrait rajouter? Ou est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel on n'est plus d'accord, et discuter et donc rentrer dans cette discussion. C'est pas gravé dans le marbre, et ça peut être aussi un moyen d'évaluer, de faire une auto-évaluation, comme j'ai dit. En termes de respect là, vous êtes comment? Vous êtes comme ça là? Vous êtes comme ça? Vous êtes comme ça? Ça on le fait aussi. Les lignes de conduite, elles sont mises en place donc avec les enseignants et dans les classes. On va établir les lignes de conduite, de quoi on a besoin pour passer une bonne année et pouvoir bien rentrer dans les apprentissages tous ensemble. Voilà, quand on sent qu'on dérape sur certaines lignes de conduite, on vient et on dit voilà, chacun pour soi. Là, vous vous dites, on est comment au niveau du silence, au niveau du respect, au niveau de l'attention, etc. Voilà. Alors après, le deuxième pilier que je voulais partager avec vous, c'est les responsabilités, les tâches et responsabilités. Alors ça aussi, c'est un outil qu'on va mettre en place en famille, ensemble. On va proposer à nos enfants, et assez tôt, vers 2-3 ans, les enfants, ils ont envie de contribuer à la vie de la famille. On voit, il y a des enfants passer l'aspirateur, le balai, tout ça, ils adorent. Après, ça se calme un peu. C'est plus facile petit que cadeau. Ouais, et encore en tant qu'ado. En fait, voilà. Les responsabilités, comment elles se mettent en place? On est en famille et on va faire la liste de ce qu'on a à faire à la maison pour que la maison elle tourne au niveau logistique. Donc on va faire la liste, je sais pas, de dire faut faire les courses, faut préparer à manger, faut débarrasser, faut faire les lessives, faut faire le ménage. Donc le ménage on peut le décliner, l'aspirateur, le machin, les trucs. Et on va faire toute la liste des choses qu'on a à faire au niveau logistique pour que la maison elle tourne. Donc ça c'est une première étape, on le fait tous ensemble. Deuxième étape, on regarde qui fait quoi aujourd'hui, sans rien faire, sans rien dire. Alors, parfois, on se rend compte que les enfants ne font pas forcément grand-chose. Et du coup, on va proposer aux enfants de dire est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous pourriez faire? Et en fait, les enfants sont quand même capables au niveau physique, physiologique, intellectuel de faire un certain nombre de choses, et assez jeunes. Alors souvent, on leur fait pas faire parce que ça va être peut-être moins bien fait que si on le fait nous-mêmes, ça sera peut-être moins rapide, etc. Et en même temps, quand on les amène pas à contribuer, à apporter leur aide ou à leur donner l'occasion simplement de s'entraîner, si on leur donne pas tout ça, on va pas venir développer ces fameuses compétences d'autonomie, de responsabilité, de contribution, de sentir qu'on contribue, qu'on a de l'importance dans la famille. Si on demande rien aux enfants, finalement, ils peuvent se dire de toute façon que je sois là, que je sois pas là, ça fait pas de différence, on n'a pas besoin de moi. Alors que si on les inclut dans la vie familiale, le message qu'on leur envoie, il va être bien différent. Donc, ces responsabilités, on va se répartir les tâches et on va voir bien sûr en fonction de l'âge ce que chacun peut faire. Et je vous dis qu'on peut commencer très tôt. Moi, je me souviens que en fait, la liste des responsabilités, nous on le refait systématiquement quand on part en vacances, parce que il y a certaines choses qu'on fait à la maison, mais il y a peut-être des choses un petit peu différentes de quand on est dans un autre lieu que notre maison. Et mon petit dernier, alors qu'il devait avoir 3 ans, on était en train de faire cette répartition, et puis lui il vient et puis il nous dit que lui aussi il veut faire quelque chose. Donc on cherche quelque chose qu'il pouvait faire, et il y avait un placard dans lequel étaient rangées toutes les céréales, les trucs du petit déj, etc. La panière de pain, voilà, des choses qui cassent pas et qui pouvaient tout à fait à 3 ans sortir de table et mettre rangé dans le placard. Et pour vous raconter la petite histoire, ça c'était le soir. Le lendemain matin, chacun se lève à son rythme. Lui, il était un des premiers levés. Et puis, quand le dernier de nos enfants a pris son petit déjeuner, de façon systématique, il a tout pris et il a tout rangé dans le placard, parce qu'à la maison, c'est ce qui se passe. Normalement, le dernier qui prend son petit déj débarrasse la table et range le petit déj. Et en fait, lui, au moment où il s'est rendu compte que on lui avait piqué son job, il s'est mis dans une colère terrible. Il était, alors je sais pas, il était vexé, il était triste, voilà, parce que le message que lui avait envoyé son frère en rangeant les choses, c'est on n'a pas besoin de toi, tu sers à rien. Et puis on lui avait retiré cette chance qu'il avait de contribuer à la famille. Donc finalement, pour quand même expliquer comment ça s'est fini, cette histoire, c'est qu'il a préféré qu'on ressorte tout. Il a tout ressorti et il a tout rangé, et là ça s'est fini. Et puis le grand frère a bien compris ma foi que durant toutes les vacances, il avait pas besoin de débarrasser la table du petit-déj. Voilà. Et vous voyez qu'en fait très jeunes, les enfants, ils ont envie d'apporter leur aide, de contribuer. Donc ça, c'est un autre outil qu'on peut mettre en place. Et puis vous verrez que par exemple des choses que personne n'a envie de faire, genre sortir les poubelles ou débarrasser le lave-vaisselle, et on dit finalement alors comment on fait avec ce truc-là? Et nos enfants, ils ont tout un tas de bonnes idées pour dire que ça sera chacun son tour. Peut-être que pour le lave-vaisselle, je me rappelle que dans une famille que j'avais accompagnée, le lave-vaisselle, le père, ça lui posait pas de problème de vider le lave-vaisselle tous les jours. Donc c'était son job. Voilà. Mais c'est à chaque famille de trouver finalement comment s'organiser. Il n'y a pas de schéma tout fait. Mais en tout cas, l'important, c'est d'amener les enfants à contribuer et à apporter leur concours à la vie de la famille. Ok, tu voulais réagir, Fabienne? Alors j'ai l'impression. Ah, on a perdu Fabienne. Je crois qu'on a perdu Fabienne. Je vais continuer. Donc du coup, sur les routines, c'est
finalement, chaque matin et chaque soir, en général, c'est tout le temps la même chose. Et on est derrière nos enfants à leur dire, eh ben, va t'habiller, va prendre ton petit déj, lave-toi les dents, fais ci, fais ça, etc. Alors qu'en fait, tous les jours, bah, le matin ou le soir, hein, du moment où enfin, donc le matin, par exemple, du moment où on se lève jusqu'au moment où on part à l'école, et le soir, du moment où on rentre de l'école jusqu'au moment où on se couche, eh bien, il y a un certain nombre d'étapes qui se déroulent dans la matinée et dans la soirée. Et bien, les routines, l'idée, c'est de se dire, on va décrire quelles sont toutes les choses qu'on a à faire. Alors, pour les plus jeunes enfants, on pourra, plutôt que décrire voilà, ce qu'ils ont à faire, on va pouvoir mettre des photos, on va pouvoir mettre des dessins, on pourra leur proposer d'illustrer eux-mêmes les propos. Mais finalement, bah, c'est je me lève, je vais prendre mon petit déjeuner, je me lave les dents, je fais mon lit, je m'habille, etc. Et donc, les enfants vont déjà décrire tout ce qu'il y a à faire. On pourra aussi inclure, par exemple, une séance de jeu, soit le matin, soit le soir, le matin si on a le temps, ou le soir. Et on va, c'est pas que des corvées, c'est aussi des choses agréables qu'on a envie de faire ou qu'on veut faire dans la soirée. Et donc, les routines, on va les décrire. Et plutôt que d'être derrière notre enfant à lui dire va faire ci, va faire ça, lui donner des ordres et d'être finalement tout le temps sur son dos, eh bien, ils vont pouvoir prendre leur routine et on leur dit bah, t'en es où dans ta routine? Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Et ça aussi, on va vraiment venir développer l'autonomie de l'enfant, le responsabiliser, et puis sortir de ce schéma-là où on est tout le temps sur le dos de nos enfants. Alors, on continue, et j'espère que Fabienne va nous rejoindre bientôt. Hop. J'avais envie de vous parler aussi de ce qui se passe dans le cerveau, et notamment quand on est sous stress. Et pour ça, je vais utiliser une démonstration que fait le docteur Daniel Siegel, qui est neurologue américain aussi, qui a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Le cerveau de votre enfant, qui est passionnant. Et ce neurologue, Daniel Siegel, a modélisé ce qui se passe dans le cerveau au moment quand on est sous stress. Alors, je vais vous la faire, cette démonstration, mais vous pouvez la retrouver sur Internet, notamment sur YouTube. Donc, si on prend notre main, notre poignet, ici, on est dans le tronc cérébral. Donc, le tronc cérébral, on est à ce niveau-là du cerveau. Dans le tronc cérébral, on a toutes les fonctions automatiques du cerveau, la respiration, le clignement des yeux, les battements du cœur, tout ça, on n'a pas besoin de réfléchir, heureusement, pour que ça fonctionne. Si je plie mon pouce là, au milieu de ma paume, on est ici dans le cerveau moyen, le cerveau reptilien, la zone limbique. On a dans cette partie-là du cerveau toutes les réactions qu'on a sous stress. Alors, il faut savoir que quand on est sous stress, en réalité, on a 3 types de réactions. La première réaction, ça va être l'attaque. Donc, l'attaque pour me battre, pour me défendre. Si je me rends compte que je ne peux pas attaquer parce que j'ai peut-être quelqu'un de plus fort que moi en face, alors je vais avoir la fuite. La fuite, je prends mes jambes à mon cou et je me sauve. Et enfin, la troisième réaction, ça va être la sidération. La sidération, c'est comme, vous savez, cet animal qui traverse devant les phares d'une voiture et comme ça, il bouge plus, il est sidéré, on ne peut plus bouger. Donc ça, c'est les réactions, on n'a pas besoin de réfléchir, c'est instinctif, c'est ce qui se passe quand on est sous stress. Si je replie comme ça mes doigts sur cette partie-là, donc on est là dans le cortex, le cortex cérébral, et on a donc les fonctions de tout ce qui est les sens, l'ouïe, la vue, le toucher, les fonctions motrices, et puis au fur et à mesure, quand on arrive là devant, au niveau de mes ongles, on est ici dans le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est ici que se trouvent toutes les fonctions supérieures du cerveau. Ça va être la capacité à prendre du recul, à résoudre des problèmes, à trouver des solutions, la moralité, l'organisation. Tout ça, ça se trouve dans cette partie du cerveau qui est le cortex préfrontal. Alors, on imagine qu'après une dure journée de travail, on rentre à la maison et quand j'ouvre la porte, je me retrouve avec les cartables qui jonchent le sol, le goûter qui n'a pas été débarrassé, etc. Alors, ce qui se passe en fait dans notre cerveau à ce moment-là, il est probable que ce soit ça. Si je fais ça, Fabienne est revenue. Si je fais ça, ça veut dire que je suis complètement déconnectée des fonctions supérieures de mon cerveau, que je ne suis plus capable d'avoir de l'empathie, je ne suis plus capable de trouver des solutions, de prendre du recul. Et je suis en prise directe avec mes réactions sous stress, c'est-à-dire l'attaque, la fuite, la sidération. Alors, ce qui est important aussi de se dire, c'est qu'avec notre système de neurones miroirs dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand moi je suis comme ça, parce que je vois tout ça qui me met hors de moi, clairement, on a le couvert qui saute, quand j'arrive face à mon enfant et que je suis dans cet état-là, et bien lui très rapidement, il va se retrouver aussi comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve avec des hurlements, des choses qu'on dit qu'on ne pensait pas vraiment, des portes qui claquent, etc. Et c'est l'escalade vers une certaine violence. Donc, ce qu'on propose en discipline positive, c'est d'identifier quand on a le couvercle qui a sauté, de se dire là finalement, je suis plus capable d'avoir cette moralité, cette prise de recul, de rester calme, etc. quand je suis comme ça. Et ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle un temps de pause. Le temps de pause, c'est de se donner le temps de revenir dans cette position-là et de se redonner la capacité à réfléchir et à trouver des solutions. Voilà. Alors le temps de pause, quand on voit notre enfant comme ça, le temps de pause, c'est pas file dans ta chambre, c'est on a besoin de se faire du bien à ce moment-là. Et donc on vous proposera une petite activité pour aller toujours dans ce sens-là. Pour se faire du bien, ça peut être boire un verre d'eau, ça peut être respirer, ça peut être plein de choses qui vont nous permettre de retrouver cet état-là. D'ailleurs, cette petite activité, vous la retrouvez dans le livret que vous avez eu en cadeau à votre inspection. Voilà, donc pendant ce temps de pause, on va chercher des choses qui nous font, on va utiliser des choses qui nous font du bien, parce qu'on fait mieux quand on se sent mieux. Ça semble tomber sous le sens quand on le dit, mais quand on dit à un enfant, va voir dans ta chambre, réfléchir un petit peu à tout ce que tu as fait, en fait, je suis pas sûre que l'enfant se sente vraiment mieux. Mais du coup, avec ce temps de pause et en cherchant des choses qui nous font du bien, on va pouvoir retrouver cet état de calme et donner cette capacité, en fait, se remettre en capacité à trouver des solutions, à avoir de l'empathie peut-être. Bah oui, tes pauvres petits chéris, ils étaient crevés aussi en rentrant de l'école, etc. Et vraiment aborder les choses de façon plus sereine et trouver des solutions ensemble sans être énervé, parce que quand on est énervé, quand on est dans cet état-là, en général, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon qui sort. Donc c'était le temps de pause. Je vais vous parler aussi, peut-être que parmi vous, il y en a qui ont des ados ou des jeunes ados, ou peut-être pas, mais en tout cas, s'ils ne sont pas encore ados, ils le deviendront. Donc, juste une petite information, c'est que le cerveau de l'adolescent, on peut le schématiser comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont comme ça. Attends, est-ce que tu peux te remettre en grand? Ouais. Vos ados, ils sont à peu près dans cet état-là. C'est-à-dire que pour passer de là à là, il n'y a pas beaucoup de chemin. Ça peut aussi expliquer que les ados, ils ont peut-être plus de difficultés à s'organiser, qu'ils ne sont pas toujours raisonnables, qu'ils évaluent mal le risque, etc. Donc ça, c'est lié à cet état de l'adolescence où il y a tout un tas de choses qui se passent au niveau cérébral. Il y a cet élagage synaptique, il y a
tout un tas de phénomènes à l'adolescence qui viennent modifier la structure cérébrale et qui fait qu'ils sont comme ça. Alors ça, c'était, voilà, il faut être patient, il faut être compréhensif. L'adolescence ou la petite enfance, parce que la petite enfance, ils sont pas là, ils sont là. Ouais, la petite enfance, ils sont en train de construire aussi tous ces. Et voilà, et aussi par rapport au cerveau et aux neurosciences, il faut savoir que la maturité cérébrale, elle arrive autour de 25 ans en général. Donc voilà, il faut, il faut connaître ces données-là, il faut le savoir quand il s'agit de ça. C'est peut-être parce que cette maturité cérébrale, elle n'est pas encore là, et du coup, faut la laisser le temps. Et faire preuve de compréhension, mais aussi apporter ce cadre. Hein, on l'a dit, parce que le cadre il est essentiel pour aider l'enfant à grandir. C'est le cadre, mais c'est aussi un peu le treillis qui va, comme une plante, hein, qui va aider l'enfant à grandir, à se diriger vers le haut et sans partir dans tous les sens. Je repartage mon écran. Après, c'est hop. Alors, oui, je voulais vous partager aussi cet outil-là parce que finalement, on a beau connaître cette histoire du cerveau, le fait qu'on peut perdre nos moyens.